Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast des soft skills au travail, ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. Grâce à un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur métier et dans leur mission. Je suis Amélie Dag. Je suis Perrine Corvézier. Ensemble, nous avons fondé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode ainsi que les ressources et les références sur le site humanlx.com, humanlx.com, à la rubrique podcast. Cet épisode est une conversation avec Marion Genot. Marion, je la connais depuis les bancs d'HEC et je suis admirative de la façon dont elle mène sa carrière. Ses postes, elle les choisit toujours avec en tête l'objectif de faire bouger les lignes. Ce que j'aime, c'est apporter des choses aux clients, apporter des choses aux équipes avec les nouvelles technologies pour que ça leur rende la vie plus belle et que ça leur facilite la vie. Et du coup, c'est vrai que tout ça passe souvent par des transformations de culture et d'entreprise et des organisations et changer les choses. Donc, il y a beaucoup de choses autour du changement dans mes expériences. J'aime la façon dont Marion parle de son parcours, des moments intenses où elle s'emploie à déplacer des montagnes, comme des moments de break, et puis de son coach aussi, à qui elle fait plusieurs clins d'œil dans notre échange. Vous entendrez entre autres les mots confiance, honnêteté, courage, ténacité, apprendre vite, esprit d'équipe. Nous avons enregistré cet épisode dans le lobby d'un grand hôtel à Paris, d'où le bruit de fond que vous comprendrez. Vous allez entendre une conversation qui, je le souhaite, vous touchera par sa sincérité autant qu'elle m'a touché moi. Bonne écoute. Marion, bonjour et un grand merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour Amélie. J'essaye de résumer ton parcours professionnel et les mots qui me viennent à l'esprit, c'est service, expérience client, transformation. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que j'ai bon là ? Bah écoute, c'est vrai que c'est à peu près ça. Je dirais que c'est surtout une grande envie et une passion pour faire bouger les lignes. Parce que j'aime pas que les choses restent en l'état et j'ai toujours envie de faire mieux et faire bouger les lignes avec les nouvelles technologies. Donc pendant un temps ça a été Internet et puis maintenant on parle pas mal de la data, il va y avoir, c'est déjà le cas, l'intelligence artificielle. Mais ce que j'aime c'est apporter des choses aux clients, apporter des choses aux équipes avec les nouvelles technologies pour que ça leur rende la vie plus belle et que ça leur facilite la vie. Et du coup, c'est vrai que tout ça passe souvent par des transformations de culture et d'entreprise et des organisations et changer les choses. Donc, il y a beaucoup de choses autour du changement dans mes expériences. Ton parcours pro est super riche, vachement varié. Est-ce que tu peux nous le résumer en quelques mots ? Oui, alors riche et varié, je sais pas, mais effectivement, j'ai beaucoup changé de job. J'ai fait l'année dernière une conférence sur l'employabilité où je redisais aux gens dans la salle que tout le monde aurait une dizaine de jobs dans sa vie et moi j'en ai déjà eu une bonne dizaine ou quinzaine en près de 20 ans. Parce que j'aime me remettre en question en permanence. Donc j'ai commencé dans une entreprise que tu connais bien, que j'ai beaucoup aimée, qui m'a beaucoup appris, c'est Disney, qui est une entreprise super parce qu'en fait c'est une grande école de marketing et d'expérience client, parce que tous les détails sont très léchés dans les parcs Disney. Et puis très vite j'ai voulu participer à la grande aventure Internet, en me disant que, en tant que grand-mère, je voulais absolument pouvoir dire à mes petits-enfants que mamie avait participé à l'aventure Internet qui allait révolutionner le monde. Et je suis donc partie chez... à 25 ans. Ah ouais, mais bon, tu vois, je suis toujours dans l'anticipation. Et je suis donc partie chez AOL où j'ai participé à développer la DSL. Et puis de la DSL, très vite, je me suis dit pourquoi pas le mobile. Donc j'ai passé 8 ans chez SFR, qui était très focalisé sur le mobile au démarrage. Et puis petit à petit est devenu un grand opérateur télécom avec la DSL. Là-bas, donc j'ai passé 8 ans, j'ai eu plein de postes différents, surtout axés sur le marketing et la relation client.
Et depuis quelques années, je me suis plutôt spécialisée dans la transformation, justement, dont on parlait tout à l'heure, sur du management d'équipe marketing, digital, relations clients, avec des problématiques de transformation sur comment aller plus loin sur le digital, comment aller plus loin dans la satisfaction des clients et en fait la meilleure compréhension des besoins de ces clients et comment le digital peut leur faciliter la vie. Voilà, avec du coup beaucoup de problématiques humaines et organisationnelles, et tout ça dans des comités de direction, ce qui m'a pas mal plu parce que du coup on a ce que j'aime moi, c'est avoir de l'impact et avoir des moyens, et du coup j'étais dans des positions où je pouvais les avoir. Moi, j'ai une question sur le début. Est-ce que tu avais anticipé de bouger autant? Est-ce que tu avais la bougeotte? Est-ce que tu étais plutôt quelqu'un qui avait envie de changer de job, ou est-ce que ça t'est tombé dessus, arrivé par hasard avec ta carrière? Alors, j'avais pas anticipé du tout. Je dirais que pour toi, Amélie, qui m'a connue à HEC, c'est vrai que les copains d'HEC me disaient que j'étais toujours en mouvement, enfin, j'étais toujours à courir partout, enfin, j'ai toujours couru un peu partout, moi, à vouloir faire plusieurs choses à la fois. Et donc, c'est vrai aussi que je m'ennuie vite, donc quelque part, c'était peut-être déjà dans ma personnalité. Et ça s'est fait par opportunité. La première fois que j'ai bougé, donc il y avait ce côté vraiment envie de participer à l'aventure Internet, comme je disais, et aussi la volonté de partir vers une nouvelle aventure humaine, parce que les gens que j'avais rejoints chez Disney, avec qui j'étais très proche en termes de valeurs et de personnalité, étaient partis. Donc je m'y retrouvais plus humainement. Et après, de fil en aiguille, quand je suis tombée dans ces nouvelles technologies, finalement, ça évolue tellement vite qu'on est obligé d'évoluer avec ces technologies. Et comme j'ai fait une spécialisation en stratégie où j'étais toujours dans l'anticipation et la vision stratégique, c'est vrai que j'ai toujours eu un temps d'avance. Par exemple, chez AOL, j'ai dit 2 ans avant tout le monde qu'on allait mettre la clé sous la porte. Tout le monde me rigolait au nez. Et pour moi, c'était une évidence, mais les gens le voyaient pas encore. J'ai dit 3 mois avant que Free lance à l'époque la DSL à 20 € qu'ils allaient le lancer, parce que j'avais remodélisé le business économique et personne ne me croyait. Et donc, en fait, ce côté visionnaire m'a amené à avoir toujours un coup d'avance et du coup à bouger. Je pense que c'est un peu ça. Tu me disais un jour que, je crois, la plupart des postes que tu as occupés étaient des postes nouvellement créés. Tu es la première à les occuper. Ouais. Peut-être pas tous, mais la plupart. Beaucoup, oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as cherché? Alors, oui et non. En fait, il se trouve que ça a commencé quasiment dès le démarrage, parce que quand j'étais en année de césure à HEC, j'avais fait une césure notamment en conseil en orga chez Cooper Celebrant, à l'époque qui est devenu Price, et il m'avait prise en tant que stagiaire, et à l'époque ils mettaient pas les stagiaires chez le client, et moi au bout d'un mois ils m'ont envoyé chez le client. Chez Disney, ils prenaient pas de juniors, et moi ils m'avaient prise et ils me donnaient les mêmes missions que les managers. Et de fil en aiguille, en fait, du coup, j'ai construit mes postes à chaque fois, et ça me semblait normal, et à la limite, ne pas les construire ne m'intéresse pas. Et quand je reprends des postes qui existent déjà, je les fais complètement différemment de mes successeurs. C'est à la fois naturel et c'est presque par défi un peu aussi. Les postes que tu prends, tu anticipes avant d'arriver en poste ce que tu vas faire déjà, ou Non. c'est en regardant sur le moment? Non, pas du tout. Tu peux jamais savoir. En plus, souvent, je prends des trucs que je sais pas faire. Donc, je peux pas anticiper avant, puisque je sais pas faire les trucs. Donc, j'apprends sur le tas, je me fais mon idée, et puis hop, j'y vais, quoi. Les postes que tu occupes, que tu as occupés, sont aussi en général très risqués. C'est peut-être la conséquence de ma question de tout à l'heure. Ce sont des postes nouvellement créés, donc voilà. Comment tu vis ce risque au quotidien? Est-ce que tu y penses ou pas? Alors, je dirais que ce qui m'intéresse, c'est pas tant le risque que ça peut être l'originalité. Par exemple, quand j'étais directeur général adjoint de Thomas Cook, ce qui m'avait intéressé, c'est que c'était le premier poste à l'époque que je voyais qui réunissait le marketing, le digital et la relation client, qui pour moi était une évidence de cohérence, mais que la plupart du marché n'avait pas encore perçu. Donc, c'était pas. J'ai pris un risque énorme puisque la boîte était en redressement. J'ai même été embauchée au Comex en CDD, donc j'ai pris un risque dingue. Mais pour moi, c'était une évidence que le poste allait être superbe, parce qu'il y avait plein de choses à faire et à créer.
Après, le risque, c'est plutôt que j'aime prendre des postes avec du défi, du challenge, parce que il y a un côté un peu égo où je me dis, moi, je vais y arriver, je vais réussir à déplacer les montagnes. Et donc, bon, ça, je travaille dessus et c'est moins mon trip maintenant parce que voilà, je me dis, ça sert à rien de vivre pour le défi. Mais en fait, c'est plutôt que j'aime faire des trucs cohérents, des trucs nouveaux, des trucs qui vont un peu changer le monde. Et effectivement, il y a du risque, mais tout en n'ayant pas toujours confiance en moi, j'ai quand même la confiance que si c'est intelligent, ça va marcher, quoi. Je pense qu'on vient déjà de parler de soft skills sans les nommer à travers cette introduction. Je vais te poser une question un peu particulière, mais qu'on pose à chacun de nos invités. J'aimerais qu'on s'intéresse aux soft skills qui te caractérisent toi. Est-ce que tu pourrais nous parler, sans trop y réfléchir, du premier succès professionnel qui te vient à l'esprit ? Alors, le premier succès qui me viendrait à l'esprit, c'est quand j'ai pris la direction du CRM chez SFR. En fait, j'y connaissais rien au CRM, je connaissais rien à la data. Et on me confiait donc la fidélisation de 25 millions de clients sur la DSL et le mobile. Et je me suis dit, ouais, c'est super, faut se lancer. Il y avait une grosse équipe de 90 personnes, j'avais jamais managé autant de monde. Et en fait, au bout d'un mois, je suis allée voir le COMEX de SFR, donc c'était 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'époque. Et je leur ai dit, c'est simple, on va tout changer. On va passer en customer centrique, temps réel, omnicanal. Vous êtes d'accord ? Il me faut juste quelques millions, c'est bon ? Et ils m'ont dit OK. Et donc, pour moi, c'est un succès parce que, en fait, j'y connaissais rien et j'ai appris très vite. Au bout de 3 mois, j'allais faire des conférences sur le big data, voilà. Et on m'a fait confiance, on m'a donné les moyens et j'ai pu faire un truc super. Après, le petit bémol, c'est que sur ces domaines-là, c'est pas si simple de mesurer le ROI et donc on sait qu'il y a un impact à moyen long terme, mais il n'est pas mesurable immédiatement. Donc pour des esprits un peu rationnels, c'est toujours un peu frustrant, même si on essaie de mesurer les impacts des campagnes et tout ça. Mais finalement, la plus belle récompense, ça a été un ou 2 ans plus tard, quand j'étais dans une conférence sur le big data et qu'un petit jeune qui avait monté sa start-up, qui est très connu maintenant dans le domaine de la data, m'a dit, j'ai eu une super expérience chez un opérateur. Enfin, il l'a dit au public. Voilà, il s'est passé ça. En fait, j'ai été appelé à tel moment et puis de manière très cohérente après. Enfin, il décrivait le parcours omnicanal et je suis venue le voir à la pause et je lui ai dit, c'était qui l'opérateur ? Il me dit SFR. Je lui ai dit, c'est le plus beau cadeau parce que le mec était hyper pointu, hyper malin et en fait, il avait eu une super expérience qui était ce dont j'avais rêvé 2 ans avant, quoi. Pour réussir dans l'expérience que tu viens de décrire, qu'est-ce que tu as mis en œuvre ? Quelle force, quel talent, quelle compétence ? J'en suis pas toujours très consciente, mais ce que j'aime bien faire, c'est faire des 360 avec mes équipes. Je l'ai fait 2-3 fois dans ma vie professionnelle. Et en fait, ce qu'ils me disent, c'est que je suis quelqu'un de très courageux. Peut-être parfois d'un peu inconscient, mais donc il y a ce courage d'aller, justement, je parlais de faire bouger les lignes, mais d'aller oser demander des choses ou faire des choses que peut-être d'autres n'oseraient pas faire. Ça va de pair avec la ténacité parce que il faut pas lâcher, il faut aller au bout. Je pense que pour aller faire ça, il faut aussi une certaine vision stratégique dont on parlait tout à l'heure parce que il faut savoir où on va. Et puis après, il y a tout ce qui est autour des aspects leadership, de savoir embarquer les équipes, le management, avoir une force de conviction, entre guillemets, une certaine forme de charisme pour que les gens vous suivent. Voilà. Enfin, c'est pas des questions auxquelles j'aime beaucoup répondre. Personne n'aime répondre à ça, mais on adore la poser. Ces compétences que tu viens de décrire, ces qualités, est-ce que tu es né avec ? Est-ce que tu as appris à les développer et comment ? Alors, c'est une question intéressante et difficile. Je pense que mon histoire personnelle fait que j'ai voulu toujours prouver des choses, notamment par rapport à mes parents, etc. Donc ça m'a construite. Et j'ai toujours voulu aller plus loin, aller dans l'excellence et tout ça. Et puis après, c'est plus des opportunités qui vous construisent, des rencontres,
Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais Si, je pense que oui. Moi, je me demandais, quand on est visionnaire et qu'on a des postes à risque et qu'on est courageux, comment est-ce qu'on embarque ses équipes ? Alors, pour moi, c'est marrant parce que c'est presque... En tout cas, c'est plus un plaisir d'embarquer mes équipes que d'embarquer mon management. Et je trouve ça presque plus facile. Donc, je pense qu'on les embarque par la confiance, en leur faisant confiance et en leur montrant qu'ils peuvent contribuer aussi, eux, à tout ça. Je dirais que je suis aussi en train de beaucoup évoluer par rapport à ça. Je suis coachée et on en reparlera peut-être. Je trouve que le fait d'être coachée, c'est très important et c'est un choix et c'est pas quelque chose qu'on doit subir, mais c'est vraiment un outil de développement. Et donc ma coach dit que je suis en pleine mue et en fait c'est vrai que je trouve que je suis en train d'évoluer, c'est-à-dire que j'étais plutôt dans une posture un peu top-down pendant tout un temps, où j'avais l'impression que je pouvais définir la vision et ensuite j'embarquais. Et je suis en train d'évoluer plus vers la co-construction que j'ai déjà mise en œuvre là dans mes postes récemment et le côté entreprise libérée et révéler les potentiels de chacun. Et je crois vraiment que c'est grâce à ça qu'on peut y arriver, même si c'est pas forcément grâce à ça que j'ai pu le faire précédemment. Mais en tout cas, j'ai envie d'évoluer plus vers ça maintenant. Et je l'ai fait ces 1 ou 2 derniers postes et je trouvais que c'était beaucoup plus... ça procurait beaucoup plus de bonheur et c'était beaucoup plus durable aussi parce que les gens s'emparent beaucoup plus de ce qu'ils font quand c'est co-construit. Tu as managé des équipes, tu viens d'en parler, parfois jusqu'à 90 ou 100 personnes. 250 personnes 250, même là dernièrement. D'accord. Qu'est-ce que tu cherches quand tu recrutes ? J'imagine que tu as recruté. Qu'est-ce que tu cherches comme compétences chez tes collaborateurs ? Qu'est-ce que je cherche ? Alors déjà, c'est vrai que je suis un peu chiante en tant que manager, parce que je suis très exigeante. Donc ça, c'est dit, voilà. Voilà. Je cherche déjà des gens qui sont solides, qui sont rigoureux, voilà, des gens qui sont intelligents, qui vont vite. Déjà, c'est la base. C'est quoi intelligent ? Des gens qui percutent vite. Ouais, voilà. J'ai besoin de gens qui percutent vite. Et ensuite, qui soient alignés sur mes valeurs, donc qui valorisent l'humain, qui sont dans la bienveillance, qui sont dans la sincérité, l'honnêteté, qui ont envie de faire des choses à plusieurs, qui sont pas, qui ont l'esprit d'équipe, qui ont aussi une sorte de pas de mission, mais qui sentent que les nouvelles technologies peuvent faire bouger les choses pour les gens. Ça, j'aime bien. Voilà, et puis après il y a aussi le côté fit un peu indescriptible, interpersonnel, d'alchimie, où on passe quand même beaucoup de temps au boulot et donc il faut qu'il y ait un minimum d'envie de travailler ensemble. Voilà. Et ces compétences ou ces qualités que tu viens de décrire, comment tu fais pour les déceler ? Dans un entretien, par exemple ? C'est très dur. Moi, je trouve que on dit toujours être parent, c'est très dur, mais moi, je trouve que être recruteur, c'est très dur aussi. Forcément, on se plante. Alors moi, j'ai des entretiens qui sont assez durs apparemment pour les gens parce que je fais des rafales de questions. J'ai mes petites batteries de questions. Comme nous, tu veux dire, là où... Non, là, c'est cool. Donc, j'essaie d'être plus cool. Et d'être plus dans l'écoute parce qu'avant j'étais plus je devais cocher toutes les cases, donc là je sais qu'il faut être plus dans l'écoute et que c'est super important. J'ai pas vraiment de réponse et je pense que c'est un côté assez intuitif aussi. Et puis bien sûr il y a aussi le fait de parler à des gens qui ont travaillé avec ces personnes, de faire sa petite enquête pour comprendre comment les gens réagissent en entreprise. Voilà. Donc je fais mes petites enquêtes pour croiser les regards. Et je fais aussi rencontrer la personne que je recrute par mes pairs pour qu'ils soient aussi bien adoubés. Parce que comme je suis souvent dans des fonctions transverses, il faut que les personnes soient accueillies avec envie par les gens avec qui ils vont travailler. On parlait des postes, de ta carrière, on va dire, riche et des postes à risque que tu as occupés. Ta carrière a compté des moments de break, 2, je crois. Oui. Des moments où tu étais hors poste. Oui. Comment as-tu vécu ces périodes-là ?
Comment je les ai vécus alors assez différemment pour les deux fois. La première, je l'ai vécue de manière assez brutale. Finalement, les deux ont été assez brutales. Parce que c'est vrai que dans ces postes, vous êtes un peu le fusible facile. Parce que les gens viennent vous recruter pour vos compétences. En tout cas, moi, pour mes compétences de vision et de construction de nouvelles choses. Et parfois ne se rendent pas compte au moment où ils me recrutent que ça implique des changements dans l'entreprise qu'ils avaient voulu mais qu'ils ne peuvent éventuellement pas assumer finalement parce que ça veut dire trop de changements, voilà. Mais du coup, souvent quand ça s'arrête, ça peut être rapide et un peu brutal. Et vous vous dites, je me suis donné à fond et finalement, où est la reconnaissance, voilà. Donc c'est pas toujours facile, mais à chaque fois, quand j'ai été en break, ça a été pour du meilleur derrière. Et la première fois, il se trouve que j'étais enceinte et que mon mari était hors poste et j'étais très inquiète. Et donc, je me suis beaucoup agitée pour faire plein de choses. Et je me suis très peu posée. Et j'ai appris plein de choses, mais c'était pas très serein. Et la deuxième fois, j'étais beaucoup plus en confiance puisque je savais que la première fois, j'avais su bien rebondir. J'avais aussi fait plein de belles rencontres la première fois, donc je me suis dit que j'allais en faire plein la deuxième fois. Et du coup, c'était beaucoup plus serein et un moment de développement personnel fort. Et je pense que c'est aussi ces mouvements de break ou les moments où on est en introspection, en remise en question, qui font progresser pour être encore meilleur après, à la fois dans la performance et dans l'humain. Donc c'était des moments très riches, même si difficiles, parce qu'on a des hauts et des bas dans ces moments, mais je pense que c'est formateur et que ce sont des moments de toute façon que de plus en plus tout le monde va vivre. Et puis c'est aussi inhérent effectivement à ce dont on parlait tout à l'heure du risque que j'ai pris, parce que j'ai des copains de promo, ça fait 20 ans qu'ils sont dans la même boîte, ils n'ont jamais connu ça et à la limite, vu de l'extérieur, ils peuvent avoir l'impression que quand on est en break, on est en échec, mais en fait pas du tout, parce que c'est parce qu'on a le courage d'aller faire des choses que d'autres ne vont pas faire que forcément derrière il y a des breaks, mais c'est l'ensemble et la richesse de l'ensemble qu'il faut regarder. Est-ce que tu t'es fait aider dans ces moments-là, oui, dans l'un ou l'autre? Oui. Tu parlais de ton coach tout à l'heure. C'est très important de se faire aider. Je me suis fait aider de diverses manières. Vous pouvez vous faire aider. Par exemple, j'avais fait l'Avarap, qui est une sorte de coaching collectif qui est proposé par HEC, mais par d'autres associations. C'est un truc associatif. Et puis par un coach. Moi, je crois beaucoup au coaching, à la fois dans des prises de poste ou autres, ou dans des moments de questionnement. Parce que ça vous donne un regard extérieur et ça vous fait progresser sur vous-même. Alors c'est vrai qu'il y a des choses, comme disait ma coach il y a 2 ans, que je comprenais sans les comprendre et que je comprends beaucoup mieux maintenant. Mais en tout cas, je pense que je suis quelqu'un de meilleur dans le pro et dans le perso grâce à ça. Et c'est un petit luxe que je me suis offert, mais qui est génial. Et qui est tellement génial que j'ai décidé moi aussi de m'offrir le cadeau de faire une formation de coach. Alors raconte-nous, ton objectif est de devenir coach ou tu sais pas encore? Alors je sais pas encore. Mon objectif, c'est surtout que je me suis aperçue au fil des années où j'ai travaillé sur la transformation que si on n'embarque pas les hommes et si les hommes ne sont pas prêts à accepter le changement, il peut rien se passer. Or, je constate que le management des petites et grandes entreprises n'a pas encore compris ça. Et donc, en faisant une formation de coach, je souhaite m'outiller pour mieux faire comprendre au management tout ça, mieux embarquer les équipes et me connecter encore plus à l'humain, parce que je pense que c'est ça qui est intéressant, qui est passionnant et qui fait que les choses peuvent marcher. Et puis, soit ça me permettra d'être un meilleur leader, un meilleur dirigeant, soit je ferai aussi du coaching. Et de toute façon, je crois beaucoup au slashing, hein, c'est-à-dire le fait d'avoir plusieurs jobs en même temps. Je crois qu'on est dans une société où les frontières sont de plus en plus perméables. Et c'est pas sale d'avoir un job où on est super impliqué et de faire d'autres trucs qui nous intéressent en parallèle. Donc, dans mon idéal le plus fou, je suis DG d'une entreprise et en même temps, je fais quelques coachings en parallèle.
Tu le disais à tes équipes que tu étais coachée ? Non. Il y a une certaine pudeur. J'en parlais pas. Après, pas spontanément. Si j'ai quelqu'un qui vient me demander, pourquoi pas. Mais disons que c'est pas quelque chose dont je fais la. C'est pas un de tes outils de management en tous les cas. Non, c'est pas un de mes outils. Non. D'accord. Après, j'ai proposé des coachings à des équipes par des coachs de l'entreprise parce que je trouve que c'est un super outil. Mais j'ai pas parlé de mon coaching à mes équipes. Une autre question qu'on pose à tous nos invités. Quelle est ta définition à toi des soft skills ? Alors, ma définition des soft skills, c'est, je pense, d'être en capacité de mobiliser des ressources qui nous sont propres et qui sont en phase avec nos valeurs. Donc, c'est vraiment sur du savoir-être, mais un savoir-être qui est connecté à qui on est et à notre personnalité. Je pense que chacun a ses soft skills à lui, même si les entreprises peuvent demander tel et tel soft skill. Mais finalement, comme chacun est différent, chacun va avoir des soft skills différents. Et finalement, justement, on posait la question tout à l'heure du recrutement. C'est une question un peu d'alchimie, de compatibilité des soft skills pour en tirer le meilleur derrière, quoi. Est-ce que les managers que tu as eus, est-ce que parmi les managers que tu as eus, il y en a certains pour lesquels les soft skills étaient importantes dans la relation que tu avais avec eux, et d'autres beaucoup moins ? Alors, c'est difficile comme question. Alors moi, j'ai quand même eu essentiellement des managers masculins. Je crois que sur la bonne dizaine de postes que j'ai eus, j'ai dû avoir deux femmes. J'ai eu 2 femmes. Et je ne sais pas si spontanément les hommes résonnent en soft skills. Je suis un peu sexiste en disant ça. Je pense qu'inconsciemment, il y en a peut-être 1 ou 2 qui les valorisaient. Et comme par hasard, c'est les 1 ou 2 que je respecte et avec qui j'ai gardé les meilleurs contacts et qui m'ont le plus apporté. Mais il y en a plein où j'avais l'impression que mes soft skills, ou en tout cas ceux que je valorisais, ils ne les valorisaient pas. Et c'était assez frustrant. Est-ce que dans ton prochain poste ou tes prochains postes, tu vas choisir le poste en fonction du manager et de ses soft skills à lui ? Ouais, alors c'est très rigolo que tu poses cette question parce que pendant tout un moment, j'étais tellement déçue par mes managers que je me disais, moi le manager, je m'en fiche. De toute façon, quel qu'il soit... je ferai sans, entre guillemets, j'en ai pas besoin. Donc c'était un peu présomptueux. Et là, je me dis, c'est super important de le choisir en fonction de ses soft skills, mais plutôt, surtout, en fonction, je dirais, de sa capacité à accueillir la transformation, puisque c'est quand même ça, moi, qui m'anime. Et trouver un manager qui est capable d'accueillir la transformation, honnêtement, ça se compte sur les doigts de la main. C'est très, très rare. Parce qu'il faut cocher plein de cases, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut être en capacité de lâcher prise et surtout, il faut des managers, on parlait d'ego, mais qui ont un ego bien assis, c'est-à-dire qui ont déjà démontré des choses et qui peuvent lâcher les rênes aux équipes pour aller vers des choses nouvelles qui ne vont pas les mettre en danger puisqu'en fait, ils sont suffisamment assis sur leur réussite précédente. Donc c'est surtout ça que je vais chercher. Quelqu'un qui est en capacité de me faire confiance et de faire confiance aux équipes pour faire passer un cap à l'entreprise. Et donc, ça veut dire quelqu'un qui sera ouvert, qui sera bienveillant et qui aura envie de faire bouger les choses. Et c'est vrai que ce sont des qualités que je trouve assez rares. Donc, j'attends avec impatience de trouver ce super manager. Si vous en connaissez un, envoyez-le moi. En t'écoutant, j'ai l'impression que tu as appris plein de choses, et peut-être même récemment. Que ton parcours hyper varié, tu as appris plein de trucs. Est-ce que il y a des choses que tu aurais aimé savoir ou savoir faire plus tôt dans ta carrière ? Il y en a plein. Ouais, parce qu'en fait, effectivement, il y a plein de trucs que j'ai appris trop tard. Et je trouve ça dommage, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps. Alors d'ailleurs, comme je suis maman de 3 enfants, il y a des astuces ou des trucs que j'apprends qui sont soit pro perso, etc. Hop, je transmets aussi vite que possible à mes enfants pour leur faire gagner du temps. Mais donc j'ai un peu cette obsession justement quand j'ai appris un truc, d'essayer de dire aux autres, ne mettez pas autant de temps que moi à l'apprendre.
Tu as un exemple en tête là? Des exemples, ça va paraître bêta, hein, mais moi j'ai été longtemps dans le faire plus que dans l'être. Et donc, je valorisais, j'étais beaucoup dans le savoir-faire plutôt que le savoir-être, alors qu'en fait, c'est au moins 50-50, si ce n'est 80-20. Et ça, je l'avais pas compris, j'étais finalement restée un peu scolaire. Donc ça, c'est un truc très important. Et puis après, j'ai envie de dire aussi tout ce qui est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'intelligence collective, du faire ensemble et de faire confiance aux gens qu'ils ont un potentiel et un talent et qu'il faut aller révéler ce talent. C'était pas forcément quelque chose de naturel pour moi, qui suis d'un naturel plutôt méfiant spontanément, alors qu'en fait les gens ont une richesse intérieure qui peuvent exploiter dans le pro et dans le perso et qui peut faire des miracles, surtout quand on conjugue les talents de tout le monde. Et ça, j'en avais pas suffisamment conscience en début de carrière. Comment est-ce que tu te ressources au quotidien? Comment est-ce que tu arrives à décompresser, à changer d'idée, etc.? Alors, déjà, je me ressource pas assez, mais ça, j'en prends conscience avec la maturité. C'est déjà un premier pas pour moi. Mais il y a plusieurs choses. Je fais du sport 2 fois par semaine, donc de la danse notamment. Ça me ressource bien parce que j'aime bien bouger, j'aime bien la musique et puis je retrouve mes copines, donc c'est sympa. Puis c'est un petit temps pour moi. Après, j'ai développé une addiction aux séries. Donc c'est vrai qu'avec Netflix, là, c'est la caverne d'Ali Baba tous les jours. Donc on est constamment plongé dans 2 ou 3 séries en parallèle avec mon mari qui est au moins aussi fan que moi. Et donc là, on plonge dans des univers parallèles. Et moi, ça me relaxe beaucoup. En ce moment, c'est lesquels, par exemple? En ce moment, c'est Peaky Blinders. C'est des bandits à Birmingham dans les années 20. Voilà. Il y a ça, et puis après, il y a aussi quelque chose, je crois, de très important et que j'ai appris tard et qui est aussi un enseignement, c'est que il suffit pas d'être dans l'intellect, il faut aussi être dans le corps. Donc, je parlais de la danse, mais moi, ce qui me ressource et que je ne fais pas assez, c'est tout ce qui est massage. Donc, prendre 1 heure pour aller dans un institut faire un massage, c'est vrai que je trouve que c'est très détendant et donc j'essaie de le faire de temps en temps. Et puis les voyages aussi, hein. Mais ça, j'en fais pas assez, même si je pars dans 15 jours pour un grand voyage. Tu as peut-être répondu à la prochaine question, mais quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui entrerait sur le marché du travail aujourd'hui? Alors, dans les conseils, j'ai déjà un peu répondu, mais c'est d'être très conscient et d'apprendre au maximum sur son savoir-être, plus que le savoir-faire. Et donc, c'est vrai que quand je suis rentrée chez Teva, le président m'a dit à l'entretien d'embauche, il me demandait qu'est-ce qu'était un leader pour moi, et lui me disait que pour lui, un leader, c'est quelqu'un qui se connaît très bien lui-même, qui a fait beaucoup de développement personnel. Et plus j'avance, et plus je trouve qu'il a super raison. Et du coup, de ne pas négliger ce travail sur soi, ce développement personnel, parce que ça vous permet d'être meilleur dans ce que vous faites et d'être meilleur dans ce que vous apportez aux autres, sans parler d'enrichir votre vie au quotidien. Donc voilà. Après, le deuxième truc tout bête que moi j'ai pas du tout assez fait, c'est de cultiver son réseau. Parce que moi, quand je bossais, j'étais un peu à fond dans mes trucs et trop speed. Et je crois qu'en fait, ça sert à rien d'être trop speed. Il faut savoir prendre le temps et savoir ce qui est important. Et finalement, ce qui complète tout ça par rapport à ce côté rythme, c'est l'autre jour, j'ai déjeuné avec une très bonne copine qui arrivait un peu aux mêmes conclusions que moi sur le fait qu'il faut prendre le temps et que se connaître et tout est important. Et du coup, elle me disait, le plus important dans la vie, c'est toi. Moi, j'ai toujours eu du mal à mettre ça en pratique. Et donc, prendre le temps de faire du sport, d'entretenir son corps et son capital, finalement. Et justement, comme tu disais, d'avoir des bulles d'air, des sources de respiration, c'est super important parce que la vie professionnelle, c'est 50, 60 ans, je sais pas combien de temps ça va durer maintenant. Et donc, c'est plus qu'un marathon, quoi. C'est vraiment plus qu'un Ironman ou autre. C'est très, très long et il faut tenir sur la durée, savoir se ressourcer. Et on n'en a pas forcément conscience quand on est tout jeune. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 40 prochaines années de ta vie professionnelle? Ouh là là.
Déjà, je sais pas si Jean-Luc, ça dure 40 ans. On peut me souhaiter peut-être d'être encore plus dans la sérénité, c'est-à-dire d'aller plus vers l'humain, comme j'ai commencé à le faire, de rencontrer les gens qui vont me permettre de le faire, donc en rencontrant les bons actionnaires. Mon rêve étant de reprendre une entreprise parce que j'ai envie de mettre ma patte en fait. Donc c'est aussi trouver le bon environnement par rapport à mon niveau de maturité et de mue dans lequel je pourrais m'exprimer pleinement pour réconcilier la performance et l'humain. Et voilà, et du coup vraiment être, je dirais, dans la quintessence de la maturité personnelle et professionnelle. Merci Marion, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du XXIe siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com, humanlx.com, ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. À bientôt pour de nouveaux épisodes.